You're siding with the perpetrators and you're ignoring the victims. You're running a massive Epstein cover-up. You've been ordered by subpoena and by Congress to turn over 6 million documents, but you've turned over only 3 million. You've turned the People's Department of Justice into Trump's instrument of revenge. Trump orders up prosecutions like pizza, and you deliver every time. He tells you to go after James Comey, Letitia James, Lisa Cook, and Jerome Powell. Nothing in American history comes close to this complete corruption. This president is the first president in US history. Il arrive parfois qu'une audience de contrôle cesse d'être une simple procédure formelle pour mettre en évidence des tensions structurelles entre les pouvoirs. Ce matin, dans la salle principale de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, à Washington, l'audience de contrôle avec la procureure générale Pam Bondi a débuté dans un cadre institutionnel clair, mais a rapidement pris une tournure qui a dépassé le cadre habituel de ces sessions. Il s'agissait d'une convocation formelle, afin que la chef du ministère de la Justice réponde aux questions du pouvoir législatif dans l'exercice de sa fonction de contrôle. Pourtant, dès les premières minutes, il est devenu évident qu'il ne s'agirait pas d'une simple audience technique sur des rapports et des objectifs administratifs. Le député Jamie Raskin, membre démocrate le plus haut placé au sein du comité, a ouvert sa déclaration en présentant le poste de procureur général comme le poste juridique le plus important dans la défense de l'intérêt public. La formulation initiale n'était pas conflictuelle, mais elle établissait un paramètre si la mission institutionnelle du ministère de la Justice est de servir le peuple américain. Alors la cohérence entre le discours et la pratique doit être examinée avec rigueur. À partir de là, il a déplacé l'attention vers les survivantes liées à l'affaire Jeffrey Epstein, qui étaient présentes dans la salle, assises juste derrière la table de la procureure générale. En mentionnant nommément certaines d'entre elles et des membres de la famille des victimes, Raskin a transformé l'audience en quelque chose qui dépassait le plan abstrait des documents. Selon lui, certaines de ces femmes n'avaient pas encore été officiellement reçues par le ministère de la Justice pour discuter de la conduite des enquêtes et des dossiers liés à l'affaire. L'argument central ne se limitait pas à la remise de documents au Congrès, mais à la manière dont l'institution interagit avec les personnes directement touchées par des crimes à grande échelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le parlementaire a ensuite abordé la controverse sur la divulgation partielle de millions de documents liés aux archives dites Epstein. Selon les registres présentés lors de l'audience, environ la moitié des documents demandés auraient été remis au Congrès, tandis qu'une autre partie aurait été retenue au motif de duplication ou d'irrélevance pour l'enquête. M. Raskin a soutenu que, même en admettant l'existence de documents en double, la décision de ne pas les rendre entièrement disponibles nécessiterait une justification technique plus détaillée, surtout face à une ordonnance formelle du pouvoir législatif. Outre la quantité de dossiers, des questions ont été soulevées quant aux critères de rédaction appliqués. Les parlementaires ont affirmé que les noms des personnes présumées impliquées auraient été dissimulés, tandis que dans certains passages, les données des victimes seraient restées visibles. La critique a été formulée sous la forme d'une question institutionnelle: quels protocoles ont guidé ces choix et qui était responsable de la révision finale du matériel avant sa divulgation. La discussion a cessé d'être uniquement politique pour porter sur la gouvernance interne, la chaîne de commandement et la responsabilité administrative. L'audience a pris une nouvelle dimension lorsqu'une députée a demandé aux survivantes présentes de se lever et d'indiquer, pour mémoire, si elles avaient réussi à obtenir des rendez-vous officiels avec des représentants du ministère de la Justice. Ce geste a créé un moment intense dans la salle. Chaque main levée ajoutait une couche supplémentaire au débat sur la transparence et l'accès institutionnel. Il ne s'agissait pas d'une dispute rhétorique, mais d'un enregistrement public sur des canaux de communication qui n'étaient pas encore établis. Dans sa déclaration liminaire, la procureure générale a souligné que le ministère faisait face à des centaines de poursuites judiciaires et de décisions préliminaires dans différents tribunaux fédéraux, arguant qu'une partie importante de l'agenda institutionnel était consacrée à la défense des prérogatives de l'exécutif. Elle a cité des décisions favorables obtenues devant la Cour suprême et a réaffirmé son engagement en faveur d'une application uniforme de la loi. Cependant, la divergence centrale présentée par les parlementaires ne concernait pas seulement le nombre de procédures en cours, mais aussi la perception des priorités et la cohérence dans la gestion des affaires. Le débat s'est étendu au-delà de l'affaire Epstein lorsque Raskin a mentionné des enquêtes impliquant des agents fédéraux dans des États tels que le Minnesota, l'Illinois et la Californie. Selon lui,
La coopération entre les autorités fédérales et les procureurs locaux, dans certains cas, suscitait des inquiétudes. La formulation n'était pas concluante, mais elle soulevait l'hypothèse que des critères différents pourraient être appliqués dans des situations comparables. Cette possibilité a élargi la portée de l'audience, la reliant à une question plus large sur l'action du ministère de la Justice sur différents fronts. Ce qui s'est dessiné au cours de la première partie de la session, c'est un contraste entre deux récits institutionnels. D'un côté, la défense selon laquelle le ministère agit dans un contexte de contestation judiciaire intense et doit préserver son autonomie fonctionnelle. De l'autre, l'argument selon lequel l'autonomie ne peut se transformer en opacité lorsque le Congrès exerce son rôle constitutionnel de contrôle. La tension ne s'est pas manifestée par des interruptions dramatiques, mais par des questions techniques, des citations de mémorandums et des références à des ordonnances formelles déjà émises. À la fin de son discours d'ouverture, Raskin a demandé à la procureure générale de répondre objectivement aux questions dans le temps limité imparti à chaque parlementaire, soulignant que l'audience n'était pas destinée à des disputes personnelles, mais à l'établissement des faits. L'atmosphère dans la salle indiquait que le conflit institutionnel n'en était qu'à ses débuts et que d'autres aspects seraient explorés lors des prochaines séries de questions. Les audiences de ce type se terminent rarement dès que les caméras s'éteignent. L'enjeu concerne des documents, des précédents et la dynamique même entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Pour comprendre les développements de ce conflit institutionnel, il est essentiel de suivre chaque étape en prêtant attention au contexte et aux décisions ultérieures qui pourraient redéfinir la portée de la controverse. C'est dans ce contexte que l'audience a cessé de porter exclusivement sur la divulgation des dossiers Epstein pour englober une discussion plus large sur les limites institutionnelles du ministère de la Justice sous l'administration actuelle. À partir de là, les parlementaires ont élargi la portée des questions pour inclure les enquêtes récentes impliquant des personnalités publiques, les décisions de nomination à des postes stratégiques et la relation entre la Maison-Blanche et la direction de l'organisme chargé des poursuites pénales fédérales. Cette convergence aide à comprendre que cet épisode n'est pas isolé, mais s'inscrit dans un contexte de tension récurrente entre le contrôle législatif et le pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. Au cours de la session, des cas ont été mentionnés dans lesquels des procureurs fédéraux auraient quitté leurs fonctions après des divergences internes liées à des décisions procédurales spécifiques. Selon les rapports présentés à la commission, dans au moins une situation impliquant une enquête sur une autorité élue, des questions ont été soulevées quant à l'opportunité d'interrompre ou de réorienter des procédures déjà en cours. Le point soulevé n'était pas l'existence d'un désaccord en soi, chose courante dans les structures constitutionnelles complexes, mais l'hypothèse que des décisions stratégiques auraient pu être influencées par des considérations extérieures au fond juridique strict. Les parlementaires ont également abordé la question du remplacement des titulaires intérimaires dans les districts fédéraux, soulignant que certaines nominations ont ensuite été contestées devant les tribunaux au motif qu'elles ne respectaient pas pleinement les exigences légales. Dans l'un de ces cas, des décisions judiciaires ont annulé des actes pratiqués par un procureur nommé à titre provisoire, élargissant le débat sur les limites formelles du pouvoir de nomination de l'exécutif en l'absence de confirmation par le Sénat. Cet aspect a ajouté à l'audience une dimension technique importante, car il implique l'interprétation des statuts et des précédents administratifs. Un autre axe exploré a été la tentative d'obtenir des inculpations contre des parlementaires qui s'étaient exprimés publiquement sur les devoirs constitutionnels des forces armées. Selon les informations citées lors de l'audience, les grands jurys de Washington et de Virginie ont rejeté les accusations liées à ces déclarations, ce qui a été interprété par certains membres du comité comme une preuve de l'existence de freins internes au système. Dans le même temps, les défenseurs de l'action du ministère affirment que l'examen par un grand jury fait naturellement partie du processus et que le rejet d'une accusation n'implique pas d'irrégularité dans l'enquête. L'audience a également abordé la relation entre le ministère de la Justice et les enquêtes impliquant des agents fédéraux dans des opérations d'immigration et de sécurité intérieure. Les parlementaires Todomzubizis ont demandé s'il y avait eu une coopération totale avec les autorités étatiques et municipales dans certains cas survenus dans le Minnesota, l'Illinois et la Californie. La discussion ne s'est pas concentrée uniquement sur des faits spécifiques, mais sur la cohérence des protocoles adoptés en cas d'allégation d'usage excessif de la force ou de conduite inappropriée de la part d'agents fédéraux. Cette ligne de questionnement a renforcé l'impression que la session examinait des modèles d'action, et non pas seulement des cas isolés. Au niveau macro-institutionnel, la question de la communication
entre le président et la direction du ministère de la Justice dans des situations impliquant des adversaires politiques a été soulevée. Certains membres du comité ont suggéré que les déclarations publiques faites par le chef de l'exécutif pourraient créer des attentes quant à des poursuites pénales dans certaines directions. Cette préoccupation n'a pas été présentée comme une accusation directe, mais comme une réflexion sur la nécessité historique d'une séparation claire entre les décisions d'enquête et les manifestations politiques. Les analystes rappellent souvent que la crédibilité du système dépend autant de la légalité formelle que de la perception d'indépendance. La procureure générale, quant à elle, a réitéré que le ministère est confronté à un volume élevé de contestations judiciaires et qu'une partie considérable de son agenda a été consacrée à la défense des politiques exécutives devant les tribunaux fédéraux. Elle a cité des décisions favorables obtenues devant la Cour suprême et a affirmé que les nominations et les initiatives d'enquête suivent des critères juridiques établis. Néanmoins, le désaccord fondamental présenté par les parlementaires n'a pas été dissipé, car le débat s'était déjà déplacé vers le terrain de la confiance institutionnelle et de la cohérence systémique. Cette deuxième phase de l'audience a consolidé l'idée que le conflit ne se limite pas à la remise de documents ou à la conduite d'une seule affaire emblématique. Ce qui est en jeu, c'est l'interaction entre les mécanismes formels de contrôle, les nominations stratégiques, les décisions d'enquête et le discours public construit autour de ces choix. Chaque nouvel élément, ajouté au débat, a élargi la portée de la controverse et accru la perception du risque institutionnel, même si aucune conclusion définitive n'a été tirée. Les processus de cette nature ont tendance à se développer au fil du temps, avec de nouveaux développements judiciaires et parlementaires influençant la lecture des faits initiaux. Pour bien comprendre les enjeux, il est nécessaire de suivre non seulement les déclarations faites lors des audiences, mais aussi les décisions ultérieures qui pourraient redéfinir les paramètres d'action et d'interprétation au sein du système. C'est précisément cette observation continue et contextualisée qui permet d'évaluer l'évolution du cadre institutionnel sans recourir à des simplifications hâtives. Au stade actuel de la controverse, le débat ne peut plus être compris comme une simple confrontation entre des versions opposées, mais comme un affrontement entre des structures interprétatives distinctes sur la portée institutionnelle des faits. Sur la base des documents rendus publics et des déclarations présentées lors de l'audience, une partie des experts juridiques soutient que la divulgation incomplète de certains documents peut être juridiquement fondée sur des critères techniques légitimes tels que la nécessité de protéger les enquêtes en cours, de préserver l'intégrité des éléments de preuve et de protéger les droits des personnes qui ne sont pas officiellement accusées. Dans cette optique, le ministère de la Justice agirait dans les limites fixées par le régime juridique qui régit le secret de l'enquête et la conduite des procédures sensibles. Il existe toutefois des interprétations qui élargissent la portée de l'analyse. Pour ces observateurs, lorsque le Congrès exerce sa fonction constitutionnelle de contrôle et ordonne formellement la présentation de documents, la rétention de toute partie du matériel doit être accompagnée d'une justification claire, détaillée et vérifiable. L'accent n'est pas seulement mis sur l'existence d'une base normative pour restreindre l'accès, mais aussi sur la transparence des paramètres adoptés et la possibilité d'un contrôle externe efficace. La controverse se déplace ainsi vers la frontière entre la prudence institutionnelle légitime et l'insuffisance de la reddition de comptes. Un autre point important concerne le traitement technique réservé aux documents déjà divulgués. Certains spécialistes du droit public font valoir que, dans le cadre d'opérations de révision et d'édition de documents de grande envergure, des incohérences opérationnelles peuvent survenir sans que cela indique une intention délibérée de dissimulation. En revanche, certains analystes observent que la divulgation indue d'informations sensibles relatives aux victimes, combinée à la suppression des noms de tiers mentionnés dans les dossiers, crée un déséquilibre informationnel qui nécessite une clarification méthodologique rigoureuse. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si ces incidents résultent d'une erreur technique, d'un manque de coordination administrative ou d'une définition intentionnelle des critères de filtrage. Sur le plan constitutionnel, la question devient encore plus complexe. La jurisprudence de la Cour suprême présente des décisions qui reconnaissent à la fois la compétence d'enquête du Congrès et les prérogatives institutionnelles du pouvoir exécutif. Les experts estiment que, si l'impasse s'intensifie, il pourrait être nécessaire de délimiter plus précisément la portée du privilège exécutif dans les situations impliquant des dossiers criminels ayant un large retentissement public. Le système institutionnel est toujours en cours d'ajustement et de futures décisions judiciaires pourraient établir des paramètres plus clairs
pour des litiges similaires. L'interaction entre les discours politiques et les décisions d'enquête fait également l'objet d'un débat. Une partie des commentateurs soutient que les déclarations publiques du président, même emphatiques, ne modifient pas en elles-mêmes la validité juridique des actes pratiqués par le ministère de la Justice. D'autres estiment que la répétition d'attentes, à l'égard de certaines personnes, peut influencer la perception sociale de l'impartialité des enquêtes, même lorsque les procédures respectent les formalités prévues par la loi. À cet égard, l'examen ne se concentre pas sur la preuve d'une ingérence directe, mais sur l'analyse de l'impact de la perception publique sur la légitimité institutionnelle. Quant aux accusations soumises à des grands jurys et ensuite rejetées, les interprétations divergent également. Pour certains juristes, ce rejet renforce l'autonomie du système accusatoire et montre que les mécanismes de contrôle interne fonctionnent correctement. Pour d'autres, le simple fait de soumettre certaines accusations à l'examen d'un grand jury indique déjà une compréhension large des limites de la poursuite pénale dans des contextes politiquement sensibles. Le débat ne s'arrête donc pas au rejet des accusations, mais s'étend aux critères qui ont guidé leur formulation initiale. Parallèlement aux discussions juridiques, les survivants et leurs familles réaffirment que le cœur de la controverse ne doit pas être réduit à des différends procéduraux. Selon les témoignages présentés lors de l'audience, la revendication fondamentale concerne l'accès complet à l'information, la reconnaissance institutionnelle des éventuelles défaillances et la garantie que les erreurs administratives ne se reproduiront pas. La dimension humaine reste un élément structurant du débat, rappelant que les décisions techniques ont des répercussions concrètes sur la vie de personnes spécifiques. La situation reste donc ouverte. Parmi les voies impossibles figurent de nouvelles demandes formelles de la part du Congrès, des négociations institutionnelles, des décisions judiciaires supplémentaires ou des révisions internes des procédures administratives. Les analystes estiment que l'issue dépendra moins d'un acte isolé que d'une série de réponses accumulées au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il n'y a pas de consensus et l'interprétation du moment tend à évoluer à mesure que de nouveaux éléments sont intégrés au débat public. Dans les controverses de cette nature, la compréhension exige un suivi constant et une analyse minutieuse des décisions qui s'accumulent au fil du temps. Le fonctionnement des institutions se révèle rarement par un seul épisode, mais par une succession progressive de réponses à des tensions structurelles. Il est essentiel de rester attentif à la cohérence entre le discours officiel, les fondements normatifs et la pratique administrative afin d'évaluer clairement la portée effective de ce qui est discuté.